Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui sera consacrée au déguerpissement des emprises des casernes de Ndo, Mombu et Barnier. Nous avons reçu pour vous 4 invités avec lesquels nous allons donc débattre sur cette question. A tout de suite. Je suis habitant de ce quartier depuis 2020. Je vis ici avec ma famille, mais quand j'ai acheté ma parcelle, rien ne se faisait savoir que c'était le terrain de l'État. Oui, en tant qu'agent de la force publique que je suis, j'ai respecté ce que le ministre Mabiala était venu nous dire ici sur place. Donc, il fallait respecter les délais des 45 jours qu'il nous avait donné, puisqu'il nous avait donné le préavis de libérer la zone. Donc j'ai respecté le délai, il fallait libérer. Le plutôt bima, et ça il y a sentiment, il y a bien été, mais l'armée a limité qu'on va permettre na batoté. Côté moko a raison, parce que qu'on va permettre na compé et ça bien été. Yangwana. Bon siko l'air plutôt sombi, to tongi, to yebakite que l'État sa somba qui na bamfumutoto. C'est que bamfumutoto ba rendre biso ninoté. Ba sali biso mabe service te. Ba sali biso mabe to sombi to tongi surtout netinga. Na sali ndako ya 3 portes ya 3 magasins. Na sali na sima 3 nino 3 portes ya ba locataires. Omoni ndako ese telemi ndenge wana ko bonzango il faut zala na courage. Omoni la loi etika la kaka la loi. Surtout que place on est là qui ndenge on a to koye kusomba te. Babe ko ipesa beto tifo beto libérer kwako. Bame ko itsonika beto me kasinzo. Awa beto commencer louer inzo mungi la lenda dia fait. Mutekolo na l'hôpital munu mo si malade. Vraiment. Beno pardonner beto vraiment atamo apata beto vutu la beto suma ba lupango place ya kaka. Na ku louer inzo mungi la lenda fait 25 000 par mois. Aja munya kote muke jwa yawe. Munu mosi na kukuma mpasi na maladi vraiment place oyo batekaki yango na l'État asombaki après na sima terrain pe bateki pe biso yango mais totunaki avant tosomba totunaki nani côté ya bafumutoto alobi na biso que bon batekaki na l'armée mais bazana ba limite kuna ya 100 mètres donc côté na biso oyo ezalaki na kati ya 100 mètres te. Mais tout surtout que Kaboye vraiment biso tout aux anakatia il y a 100 mètres. Donc décision nanga oyo ngana koloba vraiment ils ont ça la biso passer dans quel sens mbongo et comme peut passer tout du crédit ngai ngana du crédit pour na ko somba wa na sombi na crédit bazo retirer donc c'est pas facile parce que surtout où la loi ezo loba nazo respecter ango to libérer awa depuis le 20 ngai na bimaki awa na ngai na bana na libérer que terrain maintenant na sima tozo senga vraiment na bakonzi batela biso likambo yo na sens que vraiment toi na kati ya douleur. Fidèles téléspectateurs, nous recevons donc sur ce plateau du magazine Sécurité civile et population 4 éminents cadres avec lesquels nous allons échanger sur cette épineuse question du déguerpissement des emprises des casernes de Ndo, Mombu et Barnier. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je vous laisse donc le soin de vous présenter en commençant à ma droite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis donc l'ingénieur-colonel à la retraite Clotaire Ebengue, ancien directeur des infrastructures à la direction générale de l'équipement du ministère de la Défense nationale. Et actuellement, j'assure les fonctions de conseiller à l'équipement et aux infrastructures du ministère. Merci, colonel. Oh, je suis, comme vous le connaissez, Nestlé Niamaïbouli. Je suis conseiller en communication du ministre d'État
ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé de relations avec le Parlement. Et je suis également producteur de Parma, ce que je suis journaliste, producteur de l'émission Le Foncier. Merci Nisley. À ma gauche, nous avons donc... Monsieur le colonel la retraite Jean-Bernard Boyomès, conseiller administratif et juridique du commandant de la sécurité civile. Merci, monsieur le journaliste. Je suis le lieutenant-colonel de police Alphonse Bonazebi. Je suis commandant de la défense civile et j'assure aussi les fonctions de commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim. Merci, colonel. Avec donc mes 4 invités, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet en commençant donc par Nisley Inyama Ibili, qui est donc le conseiller du ministre d'État Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le conseiller, pourquoi cette opération de déguerpissement? Bon, monsieur le journaliste, pourquoi parle-t-on des occupations anarchiques? Alors, anarchique, c'est dire que ce qui s'est fait n'a pas respecté les textes et lois de la République. C'est pourquoi on ajoute à cela occupation anarchique et illégale. Parce que dans tout pays, mais le pays est régi par les lois et par le règlement. Alors, tous ceux qui habitent ce pays doivent donc se conformer à ces lois et à ce règlement. Alors, concernant le foncier, il y a que le législateur congolais a pris beaucoup de textes, dont l'un d'entre eux est appelé une loi révolutionnaire, la loi numéro 21 du 13 juin 2018. 21-2018 du 13 juin 2018. Alors cette loi fixe les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quand vous voulez occuper, quand vous voulez acquérir des terres et terrains dans notre pays, vous devez vous référer à cette loi. Alors, vous allez me dire que cette loi est de 2018. Pourquoi on s'en tient à cette loi seulement? Non, il y a des textes antérieurs. Vous êtes sans savoir, monsieur le journaliste, que depuis 2004, notre pays est entré dans une révolution au niveau des lois. Il y a eu la réforme foncière. Donc il y a plusieurs textes de loi qui ont été pris. Et pour le cas précis, je veux vous dire que si on parle des occupations anarchiques et illégales, eh bien, il y a qu'on s'est référé à plusieurs textes de loi. Dont le premier texte, c'est le texte référentiel. Il s'agit de la Constitution de la République. On se référait également à la loi 9/2004, du 26 mars 2004, portant code du domaine de l'État. On se référait aussi à la loi, je l'ai dit, la loi 21/2018, du 13 juin 2018, qui fixe les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. On s'est référé aussi au décret numéro 2018-221 du 5 juin 2018, déterminant le régime des servitudes d'utilité publique, de défense et de sécurité. Et autre texte qui a été visé, c'est le décret numéro 2021-671 du 31 décembre 2021, fixant les modalités d'occupation des biens immobiliers du domaine public de l'État. Il y a, après tout cela, on a visé le procès-verbal de traçabilité foncière dressé par l'administration du cadastre national foncier en date du 23 décembre 2022. On a également visé, et c'est là pour nous dire, là, on a donc, en vue de tout ça, vu la nécessité des plantations, de surveillance et de protection des emprises foncières des casernes militaires de Ndo, de Momambou et de Montbardier. Alors, donc, on s'est référé à tous ces textes-là. À ce moment-là, quand on s'est référé à tous ces textes-là, on s'est rendu compte que nos compatriotes qui sont aux environs, dans ces emprises, eh ben, ils ont enfreint la loi, ils ont enfreint différents décrets
tels que je les ai cités ici, monsieur le journaliste. Mais puisqu'ils disent que eux, ils ont acheté légalement, il y avait des limites. Normalement, dans la légalité, une caserne, les habitations doivent être plutôt à 400 mètres d'une caserne. Eux, ils disent qu'ils sont pratiquement au-delà de ces 400 mètres. Donc, ils ont acheté dans la légalité. Je suis au regret de constater que vous reprenez tout simplement et tout bonnement ces affirmations gratuites de ces citoyens qui le disent. Parce que vous dites qu'ils ont acheté légalement. Quand c'est légal, ça veut dire que c'est la loi qui le dit. Aucun texte ne dit que vous devez acheter ici et vous-même vous confirmez que c'est légal. Parce que la loi dit ce qui suit. Quand vous achetez un terrain dans notre pays, la première des choses, vous entendez avec votre vendeur. Mais pour être sûr que vous achetez, vous avez fait une bonne affaire, vous avez acheté un bon terrain, vous devez vous référer aux services compétents, dont le cadastre et la demande publique. C'est à cela que vous devez adresser. J'ai acheté auprès de M. Niama Yebouli, que je suis, dans telle zone. Est-ce que j'ai fait un bon achat? Le cadastre, eux qui vendent, le cadastre, vous savez, que c'est le service qui s'occupe au quotidien, c'est l'état civil du foncier. C'est l'état civil du foncier, un peu comme la mairie. Quand vous avez donné naissance à un enfant, mais cet enfant, pour qu'il soit reconnu, vous devez aller à la mairie déclarer sa naissance. Vous avez acheté auprès du colonel Lenga, je prends comme ça au hasard, votre terrain, allez voir celui du cadastre. Voilà, le colonel Lenga m'a vendu un terrain en ces lieux. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Le cadastre ou la demande publique vous dit non. Cette partie-là, c'est une zone qu'on ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce que les textes du pays vous disent qu'il y a des zones où on ne peut pas vendre, non édifiées qu'on dit, non constructibles. Donc, vous ne pouvez pas acheter là-bas. Si vous faites ça, c'est des fonds perdus. Ou on vous dit non, cette zone-là, c'est des zones de l'État. Alors, comme les zones de l'État sont interdites de vente, vous avez acheté dans une zone de l'État, vous êtes appelé là un acheteur abusé par le terrien. Alors, prenez toutes ces précautions. Quand vous avez expliqué cette précaution, en ce moment-là, vous pouvez dire non, j'ai acheté dans la légalité, j'ai acheté dans les règles, et bien pourquoi aujourd'hui on doit me déguerpir? Or, toutes ces précautions n'ont pas été prises en amont par tous ceux qui vous le disent et vous prenez la peine de répéter. Mais à leur tort. À leur tort, parce que personne d'entre eux, quand les deux ministres, le ministre de la Défense et le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et de la République, qui ont eu à discuter avec les citoyens du Congo, parce qu'ils ont fait de la pédagogie, personne n'a été capable de démontrer qu'effectivement, ils ont reconnu, ils ont fait cette démarche. Alors, ils ont été abusés par certains terriens qui pourtant, je vous dis pour le cas précis, qui pourtant ont perçu l'argent de l'État, soit par obligation, parce qu'il y a des espaces que l'État a achetés, soit par le fait de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, personne n'a été à hauteur de démontrer le contraire. Donc, si vous avez ces affirmations, monsieur le journaliste, désormais, il faut les botter à la touche. Merci Nisley. Nous allons donc tourner du côté de la sécurité civile. La sécurité civile qui a pour prérogative la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Colonel à la retraite Jean-Bernard Boyangas, vous êtes le conseiller administratif et juridique du commandant de la sécurité civile. Pourquoi la sécurité civile s'active dans cette opération? Tout simplement parce que la sécurité civile a d'abord une mission régalienne, sur la sécurisation des personnes, des biens et de l'environnement. Et les installations militaires sont des installations classées qui génèrent beaucoup de risques. Et devant ces risques-là, pour protéger la population et pour protéger aussi ces installations, nous avons des mesures de sauvegarde que nous prenons, soit par la sensibilisation de la population, soit par des visites de prévention. En vertu de tous les articles qui nous ont été cités tout à l'heure par le foncier, nous sommes couverts en ce moment-là par tous ces textes. En ce moment, nous faisons notre mission régalienne, celui de faire de telle sorte que les populations qui vont construire tout autour soient protégées. S'il faut les déguerpir, parce que le risque qui est généré par l'installation classée
on leur demande de quitter les lieux. S'il faut que l'on demande qu'il faut respecter une certaine distance, nous avons les prescrits par rapport au texte réglementaire qui demande à ce que l'installation des populations qui sont tout autour puissent vivre en toute décence. Ça, c'est la première raison. La deuxième aussi, ce sont des installations de l'État, il faut les protéger. Alors, des faits de l'homme qui vont habiter tout autour, pour que ces lieux soient protégés, il faut qu'il y ait une certaine végétalisation de ces lieux. Parce que nous sommes dans un terrain qui est un terrain meuble, et si seulement les populations vivent à ce côté-là, il y aura des têtes d'érosion et des grands édifices où l'État a investi beaucoup d'argent, on risque de les perdre parce qu'il y aura des érosions parce que des faits de l'homme qui vit tout autour de ces lieux. Voilà les bonnes raisons qui font que la sécurité civile puisse intervenir, accompagner le gouvernement dans le déguerpissement qui ont pris les emprises des casernes de l'État. Colonel Bonazebi, vous êtes le commandant de la défense civile près le commandement de la sécurité civile. Pourquoi faut-il attendre que les occupants, tels que nous appelons aujourd'hui illégaux, puissent bâtir à proximité de ces casernes pour qu'on vienne les déguerpir, alors que cette opération pouvait être faite au préalable? Bien, merci beaucoup. Je vais revenir, comme a dit le colonel Boyengas, au sujet des missions de la sécurité civile. Nous intervenons juste dans le contexte de la mise en œuvre des missions de la sécurité civile. Et ces missions sont telles que nous veillons sur la protection des personnes, des biens et de l'environnement, comme nous l'avons rappelé. Et ici, nous intervenons sur deux volets. Le premier volet, comme a rappelé aussi le colonel Boyengas, c'est le volet de la protection des édifices ou encore des installations, qui soient des installations militaires comme civiles d'ailleurs. Et nous avons aussi à protéger ces populations en fait. L'action que nous sommes en train de mener ne vise que les deux axes qui sont à mettre en œuvre par la sécurité civile. Et oui, évidemment, vous pouvez vous poser cette question qu'on a attendu ou qu'on n'a pas voulu agir avant, on a bien voulu. Non, la question des constructions ou encore d'occupation de terre ne relève pas de la sécurité civile. Et ça relève bien entendu du domaine public. Mais maintenant qu'ils ont occupé le domaine, les emprises, que ce soit les emprises immédiates comme un peu le voisinage un peu lointain, qui ne soient pas dans le respect des mesures d'isolement par rapport aux tierces. Et en ce moment-là, nous intervenons. Et c'est donc comme dans ce contexte où nous sommes en train d'intervenir. Et notre intervention pour appuyer le gouvernement, bien entendu, ne se limite que sur le volet de la sensibilisation. Les populations devraient comprendre ce qu'ils sont en train de courir comme risque. Et c'est pourquoi nous voulons, dans ce cadre de protection, rappeler un certain nombre de principes. Vous voyez que ces populations, dans l'occupation, ils vont mettre en difficulté, sinon dans les risques, même des catastrophes, la caserne qui est sur place. Pourquoi? Mais parce que au fur et à mesure qu'ils sont installés autour de la caserne, ils auront tendance à modifier ou à détruire la couverture végétale. C'est ce que vous êtes en train de constater avec nous sur le terrain. Et nous rappelons que le sol où sont bâtis même ces édifices-là, c'est un sol sablonneux. Et ça, c'est quand même clair à rappeler aussi. Il faut rappeler que ces populations, si seulement on pense même au cas où on aurait même rêvé qu'ils devraient rester sur place, mais eux-mêmes, ils courent un grand risque parce qu'ils sont dans les versants. Et lorsqu'ils sont dans les versants, ça va demander qu'un jour qu'ils puissent véritablement lotir ce quartier. Donc il y aura des avenues, il y aura des ruelles, et qui ne répondent même pas à la démarche d'aménagement des territoires, puisque finalement, ou même des secteurs, puisqu'après, ils sont exposés à ce risque-là. Bon, qu'on le veuille ou pas, qu'ils demeurent, on peut penser qu'ils restent là. Maintenant, quand ils vont travailler eux-mêmes, ils se verront leur maison partir au fur et à mesure. On n'a qu'à se référer des érosions qui, naturellement, qui deviennent une question cruciale et sur lesquelles les solutions sont à peine en train d'être recherchées pour stopper ce phénomène qui emporte pas mal des habitations. Ça, c'est quand même, les édifices sont bâtis dans de très bonnes conditions. Mais dans leur cas encore, c'est pire. Ils ne vont pas partir seuls, ils vont amener la caserne avec eux. Quand on construit, la finalité, c'est quoi? C'est avoir
à maîtriser le ruissellement des eaux, ce qui n'est pas possible déjà avec le versant parce que c'est une pente. Et encore, il faut déjà rappeler à ces populations quelque chose de très très important, ils auront des adductions d'eau sur place, puisqu'ils ne vont pas vivre sans pourtant qu'il y ait de l'eau potable. Et lorsque on va poser le réseau d'adduction d'eau, et lorsque cela même, quand cela est bien fait même, on suppose, comme on peut vouloir bien rester sur place, et si cela est fait dans les normes, mais en cas de fuite de ces tuyaux-là, ça veut dire qu'on va rêver des érosions hydriques qui vont venir de ces sources d'eau-là. Donc, il y a autant de risques qu'ils sont en train de courir. Eux-mêmes, d'ailleurs, il faut quand même les rappeler, et ils vont courir ce même risque dans les installations. Et c'est bien normal que l'État, voulant bien, et au regard de tous ces investissements, au regard même de missions que la caserne va accomplir sur le terrain, qu'il n'est pas évident que les gens soient dans ces emprises-là, parce que, évidemment, comme je viens de rappeler, les risques semblent être grandement appréciés. Mais non, il y a aussi un autre volet, c'est que la caserne là où on veut rester autour de la caserne, on a qu'à se référer de beaucoup de choses. On peut revenir récemment avec la mémoire qui est fraîche, avec le 4 mars. Vous savez, quand vous environnez toute une caserne, la caserne a des activités qui mènent. Et il y a l'instabilité de certains engins qu'on a l'habitude de gérer dans une installation militaire. Je n'en dirai peut-être pas assez à ce niveau-là. Et dès lors qu'il y a un incident qui se produit dans la caserne, ça veut dire que tout l'entourage qui est environnant va être impacté par ces engins qui sont utilisés par l'armée. Et vous savez, là encore, c'est le deuxième risque. Quand on quitte le terrain naturel, mais on revient sur le terrain technologique. Sur le terrain technologique, il court encore un autre risque. Et pour ces raisons-là, nous pensons qu'il ne devrait pas environner cette caserne-là. C'est pourquoi nous, dans cette mission qui est conçue à travers, bien entendu, les membres du gouvernement, nous pensons que nous avons une importance quand même à exprimer là, à cause de ce que nous devrons faire comprendre à ces populations en vue de leur protection et en vue, naturellement, la protection de l'ouvrage qui, je venais de citer, qui sont les casernes militaires sur place. Donc, c'est une question très importante et déjà même qui intègre le volet de notre mission et une partie importante qui est l'environnement. Merci. Un peu dans le même sens, je voudrais un peu compléter. Puis tout à l'heure, je crois bien, le conseiller du ministre d'État a dit ici que nul n'est censé ignorer la loi. Vous voyez, nous avons donc la Constitution et il a cité un article là. Les documents recteurs, je crois, c'est de 2001, si ce n'est pas 2001, 2004. Oui, l'article, c'est la loi numéro 9, 2004, voilà. Du 26 mars 2004, portant code du domaine de l'État. Donc, il est impossible, on ne peut pas aller construire quelque part sans qu'on ait eu l'autorisation au préalable. Et comme je disais tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi, mais nous avons été sur le terrain par le passé, n'est-ce pas, même accompagnés des autorités de ce pays. Pas les moindres. Hein? Nous avons été sur le terrain pendant que les gens avaient commencé avec les travaux. Nous les arrêtions. Nous les arrêtions. C'est pas en 2013, je dis bien en 2013. Je me suis rendu en tant que directeur du bureau d'études à la direction générale d'équipement du ministère de la Défense nationale avec le ministre actuel de la Défense. Et nous avons rencontré beaucoup de gens à qui on interdisait de construire. Mais n'empêche, ils sont entêtés. Donc, on ne dirait pas que non, l'État est resté là en train de regarder. Non, pas du tout. Colonel, vous ne voyez donc pas que c'est, comme on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets, tels que l'a dit Nisley. On a délocalisé les casernes en ville pour les emmener plus loin. Mais c'est le même problème qu'on rencontre encore plus loin. Donc, on bâtit, les populations viennent pour... Je le confirme parce que, voyons, on peut repartir un peu dans l'histoire. Nos casernes ou nos constructions militaires, que vous appelez, grosso modo, camps, on les a hérités desquels? De l'armée coloniale. Prenons l'exemple d'un Pila, où en 2012, nous avons connu la catastrophe. Mais lorsqu'on a construit les casernes d'un Pila, quels étaient les habitants de Pila? Est-ce qu'il y en avait d'abord? Et c'était en quelle année? Sur les années 1919, 1940, ainsi de suite. Donc il n'y avait pas de population aux alentours. Pas du tout. Mais allez aujourd'hui en Pila, vous voyez qu'autour de ces casernes, il y a eu beaucoup de bâtisses qui se sont succédés. Mais suite à ce, voyant le danger, nous avions voulu déjà dans le temps essayer de faire donc
de sorte que nous puissions aller construire nos soutes à munitions et ainsi de suite ailleurs, mais en attendant les moyens nécessaires requis. Le triste. Où la catastrophe est arrivée, malheureusement, en 2012. Mais suite à ce, qu'est-ce que l'on décide? On dit non, nous avons donc connu une catastrophe. Suite à ce, ayant perdu donc beaucoup de population, une bonne partie de la population, et essayant d'aller ailleurs. Et ce n'est pas seulement en 2012, hein. Ces opérations faites, comme j'ai dit tout à l'heure, ont commencé en 2001-2005, chercher à délocaliser nos casernes. Et donc, en 2012, après la catastrophe, ces sites de Mambou, Ndouo et Barnier avaient été reconnus depuis 2005-2006. Je ne vais peut-être pas citer la première autorité ici, mais c'est même sur ces instructions que ces sites ont été reconnus. Si nous suivons réellement l'histoire, ou les images et autres, tous ces sites en 2001 étaient vierges, sinon vides, pas de construction. Et vous vous souvenez qu'on a vécu aussi les événements de 97-98. Donc, en dehors de quelques maisons qui étaient construites dans ces sites, ou sur ces sites, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'est bien que nous avons construit. Compté de 2011. Non, 2011, c'est plutôt la DUC qui a été déclarée. Après qu'on ait acquis de manière officielle. Et de l'autre côté, ça c'est du côté de Ndo, du côté de Barnier et du côté de Mambou, c'est à l'amiable hein, avec les terriens. Que ces terrains ont été acquis. Et en 2013, on commençait les travaux. Ce n'est pas moi qui suis ancien directeur des infrastructures, j'ai été souvent sur le terrain lorsque l'entreprise chinoise est arrivée pour commencer les travaux. Donc l'implantation, ainsi de suite, j'ai vécu. Malheureusement aujourd'hui, la triste réalité est là, avec tout ce que nous avons bâti. Depuis 2016, 17, 18, c'est des populations qui sont alentours. Mais on pourrait vous sortir des cartes ou des images satellitaires, merci pour le compliment, satellitaires, où vous verrez qu'en 2011, il n'y avait pas de construction. 2012, non. 2013, c'est lorsque nous avons commencé, petit à petit, que les gens, comme vous avez le dit tout à l'heure, nous suivaient, cherchaient, et aussi, aller construire, aller occuper, et autres. C'est vrai, on va nous dire que non, mais vous avez construit, mais entre-temps, il y a l'espace qui est resté, pourquoi n'avoir pas occupé là-bas? Mais non. Construire, ce n'est pas tout facile. Et connaissant ce terrain, vous voyez comment il est configuré, il y a beaucoup de problèmes. Donc, suite aux études que nous avons menées, on avait d'abord pensé occuper les parties où nous devons construire. Et c'est ce que nous avons fait en laissant. Vous verrez qu'il y a des digues. Ces digues sont faites pourquoi? C'est pour empêcher à ce que les eaux nous créent, donc les eaux de pluie, nous créent des érosions. Malheureusement, la population, voyant que nous avons mis des digues et qu'on n'a pas continué à construire de l'autre côté, ils se sont dit, ah non, donc l'armée s'arrêtera là, et nous on peut occuper, ou les terriens, non, on peut vendre. Quand même ils savent que tout était déjà acheté, acquis. Et les anciens occupants, comment dire, l'expression permettait qu'on appelle exproprier. Voilà, malheureusement. Mais je voudrais dire ce qui suit. Non, mon collègue Bengue, on n'a pas à faire de reproche à un citoyen. Le fait d'acquérir son terrain et de ne construire que sur le tiers ou le quart de son terrain. Mm-hmm. Parce que c'est lui sur son terrain, c'est sa propriété. Lui seul décide de ce qu'il peut faire de sa propriété. Il peut mettre une bâtisse par là, et là-bas il met des jardins, où il met ce qu'il a envie de faire. On ne peut pas faire. À l'État congolais ou à l'armée de notre pays se reprochent. Ils ont acquis leur terrain, eux seuls savent comment ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent mettre les bâtisses par là, et ailleurs ils mettent les installations de sport ou autre chose que je n'ose citer ici. Les militaires eux-mêmes savent ce qu'ils en font. Alors, dès lors qu'ils ont acheté, monsieur le journaliste, dès lors que l'État achète, ça devient des biens publics, surtout qu'on a acquis
ou par obligation, c'est-à-dire par achat, ou par expropriation pour compte d'utilité publique, ça devient des biens publics. Or, les lois sont claires là-dessus. Permettez que je puisse vous citer quelques articles. Je vais vous citer l'article 51, 52, l'article 51, l'article 52. Je vous les cite. Je vais lire pour que ça soit compris de tous. Parce que c'est bien une fois acquis, comme je l'ai dit tout à l'heure, par obligation, c'est-à-dire par achat ou par expropriation pour compte d'utilité publique, ça devient le bien de l'État. Or, les articles 51 disent ce qui suit de la loi 9 portant code de l'État, loi 9 2004. L'article 51 dit le domaine public est la propriété de l'État. Il n'est pas susceptible d'application privée. Il est inaliénable, incessible, imprescriptible et insaisissable. L'article 52 renchérit en disant alinéa 1er, nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage reconnu à tout citoyen. Donc c'est pour dire, à tous ceux qui nous suivent, qu'on ne peut pas faire le reproche à l'armée. Pas du tout. Pourquoi il a occupé une partie et pas l'autre? Donc, les autres citoyens pouvaient s'en approprier. Non. Les biens de l'État, elles sont protégés par nos lois, par nos règlements. Les lois sont prises par nos députés, nos sénateurs. Ce sont eux qui votent de lois au nom du peuple congolais. Et dès lors que ces lois sont votées, donc s'engage tout le peuple congolais. En plus, ils sont par la suite promulgués par le chef de l'État. Je veux revenir à ce qu'a dit le colonel Bengue, qui a dit l'autorité suprême qu'on ne peut pas citer. On peut citer. C'est pour montrer combien de fois le président Denis Sassou Nguesso, le président veille sur sa population comme à la prunelle de ses yeux. Il y veille, 2 jours comme de nuit. Parce que, assurément, ça le dérange que d'écouter les cris des populations dire nous sommes ceci, nous sommes. Non. Les populations en 2004, on a dit en 2012, c'est que nous avons connu le président conscient de cela, qu'il ne faut pas que ces populations continuent à verser des torrents de larmes pour ceci ou pour cela, a décidé à donner l'orientation à son gouvernement pour que les casernes soient délocalisées. Et ce qui a été fait. Si aujourd'hui, certains citoyens foulent aux pieds ces règles, ces lois, alors il n'y a pas de reproche à faire ni à l'armée, ni à l'État. Merci à tous. Merci, monsieur. Fidèles téléspectateurs, clore est souvent le principe de tout commencement. Nous osons croire que les échanges qu'on a eus avec ces éminents cadres ont conquis la lanterne du commun des mortels. C'est par là que ce magazine Sécurité civile et population de ce jour s'achève. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges Massamba, bonne suite de programme sur Télé Congo.